Bienvenue à cette seconde partie de votre émission, chers amis téléspectateurs. Nous avons changé donc de lien. Nous nous excusons pour cette connexion qui a été un peu lente pour la première partie de notre émission. Chers amis, vous aurez donc l'intégralité, sinon les parties donc de notre émission que vous suivez sur la chaîne YouTube de AfroWeb TV. Et nous sommes toujours avec nos invités de ce jour. Nous promettons donc de rediffuser en bonne et due forme en intégralité cette émission et sur laquelle vous êtes en ce moment sur YouTube. Monsieur Placide Da Silva, le président fédéral ANC Amérique, est avec nous depuis Los Angeles. Monsieur Félix Aïka, secrétaire fédéral ANC Amérique, et monsieur Hippolyte Lawson, vice-président fédéral de l'ANC Amérique. Ils sont tous avec nous pour cette émission et je veux aborder l'un des aspects qui intéresse beaucoup plus les uns les autres. Tout à l'heure, on parlait de constitution, de modification de quelques lignes de notre constitution togolaise. Mais bien avant d'aborder ce sujet, je voudrais donc poser des questions personnelles aux représentants donc, de l'ANC aux États-Unis. Quelles sont les dispositions prises par l'ANC pour les élections législatives et régionales, vu que, selon quelques enquêtes, vous n'êtes pas dans toutes les régions au Togo? Monsieur le Président. Ouais, il est vrai que nous ne sommes pas dans tous les petits villages, tous les hameaux du Togo, mais nous sommes dans la majorité, pour ne pas dire 99%. Nous sommes dans ces régions-là du Togo, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Kodiéviakopé jusqu'à Sinkassé. Mais vous devez comprendre aussi que quand nos membres, nos militants se déplacent, nos dirigeants, quand ils se déplacent de quartier en quartier, tout ça, ça revient énormément cher pour le parti. Et les gens le font volontairement de leurs propres moyens pour faire ce genre de déplacement-là. Je pense que nous avons atteint plus de 99% du territoire. Et rien qu'à voir ce qui se passe tous les week-ends, je pense que nous avons atteint une majorité. Et il y a aussi, il faut comprendre que le problème au Togo, c'est le problème de communication. Dans certains villages ou dans certaines circonscriptions, le citoyen lambda n'a pas accès à l'information. Ce citoyen n'a pas accès à ce qui se passe à Lomé. Et si bien que certains ne sont pas encore au courant de cette réécriture de la Constitution qui s'annonce. Ils ne sont pas encore au courant. Alors c'est nous qui faisons l'effort pour aller vers eux et leur expliquer ce qui se passe. Alors, Président, je pense que Moïse faisait allusion à notre absence dans les 3 circonscriptions, correct, Moïse? Sur toute l'étendue du territoire togolais, par exemple, je vous donne un témoignage donc, et de quelqu'un qui avait représenté l'ANC dans l'un des bureaux de vote. Et ça constitue au fait l'un des pans de ma question, et qu'à un certain moment donné, vous n'avez pas pu financièrement payer cette personne-là, et à un niveau donné, les personnes se sont dit qu'ils ne peuvent pas, en termes de confidentialité, remplir les bulletins comme cela se doit. Donc c'est pour ça que je pose la question. Je vous pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'ANC, sur quoi est-ce que vous comptez véritablement pour remporter beaucoup de sièges aux élections législatives et régionales? Non, nous rejetons cette allégation. Elle n'est pas vérifiée, pour ne pas dire n'est pas vraie. Et nous sommes bien implantés au Togo. Nous avons plus de 100 fédérations et plus de 3 grandes fédérations internationales. Et le chargé de la communication, le conseiller Éric Dupuis, l'a dit la semaine dernière, l'ANC a réussi à présenter des listes dans 36 circonscriptions sur 39. C'est beaucoup. Et la raison pour laquelle
nous n'avions pas pu présenter des listes dans les 3 circonscriptions-là. C'est parce qu'il y avait eu des problèmes de papier. Il paraît que certains de nos candidats, on n'arrivait pas à retrouver dans le système, à valider dans le système le numéro de leur carte d'électeur. Et cela a été même l'objet d'un communiqué du parti pour dénoncer cet état de choses. Et donc, quant à ce qui concerne l'implantation du parti, le parti est partout. Je pense que l'ANC est mieux même implanté que le parti UNIR. Quant à cette allégation, elle reste à vérifier. Alors, vice-président, l'ANC aujourd'hui, comme le dit le secrétaire, a plusieurs sièges partout. Maintenant, comment comptez-vous? Quel est le nœud combien de sièges avez-vous prévu remporter aux élections législatives et régionales? Puisque d'autres sont passés ici, ils ont dit qu'ils veulent 10 sièges, d'autres en disent sur les autres 15 sièges. Et vous, à l'ANC? Tous les sièges. Oui, justement, nous allons à ces élections pour les gagner. Donc, si tu vas à une élection et tu veux les gagner, tu veux gagner la totalité des sièges, comme vient de le dire le président Placide. Donc, je ne vais pas me limiter en fait à un nombre, je vais dire inférieur à la majorité des sièges, hein, et dire que c'est notre objectif en allant à ces élections. Ça, c'est ma réponse. Alors, on constate, Monsieur Aïka avait soulevé également les problèmes sociaux concernant le délestage, le manque d'eau dans certaines localités. On vous sait proche donc des populations. Que fait l'ANC pour soutenir les populations togolaises en ces moments difficiles, Monsieur Aïka? Nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas les moyens. Nous exprimons à chaque occasion qui nous est donnée d'exprimer notre sympathie au peuple togolais. Nous souffrons comme eux. Moi-même, j'étais le mois passé à Lomé. À minuit, il coupait le courant presque tous les jours, vous voyez. Et donc, c'était difficile de dormir. Donc, j'ai vécu aussi ce que nos concitoyens vivent tous les jours que le bon Dieu fait. Et aujourd'hui, il ne suffit même pas seulement d'avoir une majorité ou bien une majorité à l'Assemblée. Il faut une majorité qui puisse nous permettre de changer les textes. Et il nous faut une majorité des 4/5 comme le dit la Constitution actuelle. Est-ce qu'on peut dire même que nous qui sommes dans la diaspora et nous sommes heureux ici et face à ce qui se passe dans notre pays, et la diaspora, l'apport financier de la diaspora à nos parents dans notre pays est très considérable et cela pèse sur nous. Et donc, notre souhait, le souhait de tous les Togolais de la diaspora est que il puisse avoir un changement démocratique et le pays soit bien gouverné et qu'on puisse tous rentrer au Togo et vivre heureux. Et donc, voilà, nous ne nous contentons pas de notre situation dans la diaspora. C'est la raison pour laquelle nous nous battons pour que les choses puissent changer. Alors, et si jamais l'ANC remportait les législatives, vous verrez, on formera un gouvernement. Nous avons des compétences parmi nous et qui vont s'asseoir et réfléchir à comment mettre fin à ces problèmes sociaux-là. Alors, si le cas contraire se produisait, je reviens sur les questions de siège, où l'ANC ne remportait pas la majorité des sièges comme prévu. Que ferez-vous, président Placide? Ouais, vous savez, les élections au Togo, c'est toujours une aventure. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et il y a toujours une main noire derrière qui dirige les pions. Bon, ceci étant dit, si nous ne remportons pas la majorité, ce serait dommage pour le peuple, pour le Togo en entier, parce que bien de choses qui doivent être faites ne seront pas faites. Mais si nous avons une petite minorité mécanique, minorité qui nous permet de s'opposer à certaines choses,
nous agirons de cette façon. De même que cette petite minorité que nous aurons à l'Assemblée, si jamais c'est le cas, cette minorité va proposer des amendements, des textes, des projets et tout ça pour faire changer. Et surtout dans les élections régionales, pour proposer comment aider les régions à faire. Nous avons tout un plan. Nous avons tout un plan que nous n'allons pas découvrir maintenant, mais nous avons tout un plan qui nous permet que si jamais nous n'avons pas cette majorité, nous allons agir, nous allons changer de, comment on appelle ça, changer de moyens, okay. de stratégie pour cette bataille-là. C'est important que pour nous autres, nous allons aux élections avec l'intention bien claire, que ce soit bien clair, de gagner tous les sièges. Monsieur le vice-président, dites-nous, allons-nous assister au même scénario de la part de l'ANC après les élections pour dire qu'on vous a volé des sièges et autres? Vice-président. Ouais, j'avais dit tout à l'heure que les conditions de transparence ne sont pas réunies, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que vous y allez alors? Ouais, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas y aller. Il faut aller aux élections dans tous les cas, même lorsque les conditions ne sont pas réunies. Il faut continuer par aller aux élections parce qu'un parti politique a vocation d'aller aux élections pour conquérir le pouvoir. Donc nous nous battons. Dans le même temps qu'on se bat pour l'amélioration des conditions de transparence des élections, nous continuerons par nous présenter à ces élections-là. C'est cela, parce que les gens pensent que c'est parce que les conditions ne sont pas réunies qu'on n'irait pas aux élections. On se bat pour les deux, en fait. Donc, je ne vois pas, on ne boycottera pas les élections tout simplement parce que les conditions ne sont pas réunies. On compte sur les populations pour défier ces conditions, ces mauvaises conditions d'organisation des élections. Les populations peuvent en grand nombre, en fait, sortir et voter pour l'ANC, et ça nous permettrait peut-être de défier ces conditions de mal-organisation des élections. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. On ne va pas boycotter les élections tout simplement parce que les conditions ne sont pas réunies. On ira aux élections. Vous irez aux élections. Je vais vous demander encore une question, poser une question personnelle. On constate que la plupart du temps, les partis politiques, lorsqu'ils ont besoin de fonds, font référence toujours à leurs représentants, à la diaspora, dans d'autres pays et autres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dans la direction de l'ANC aucun membre de la diaspora, M. Aïka? En fait... je veux parler donc du bureau national de l'ANC. Qui d'entre vous à la diaspora fait partie donc du bureau national de l'ANC? Et les statuts du parti prévoient un poste pour la diaspora, à savoir le secrétaire national à la diaspora. On avait un secrétaire à la diaspora qui avait eu des problèmes avec le parti et qui a été exclu. Je pense qu'au prochain congrès, le parti va élire ou bien nommer ou choisir un autre secrétaire. Bel et bien ce pour répondre à la question. Président Placide, une autre question pour vous concernant donc... Je crois que le président Placide est conseiller du bureau national. En Europe, nous avons le président fédéral, M. Idriss. Il y a plusieurs parmi nous qui sont représentés au bureau national quand même pour... Alors, président Placide, aujourd'hui, donc, plusieurs partis de l'opposition courent aux élections sans nous dire, donc, sans parler de la diaspora. Pourquoi aucun, donc, d'entre vous, en tant que parti politique, n'est pas monté au créneau pour nous dire, pour nous parler, donc, de la diaspora sans, des élections sans la diaspora? Et vous savez, le problème de la diaspora, c'est un problème assez délicat. Bon, nous, à l'ANC, nous continuons de travailler dans la diaspora
pour trouver les soutiens qu'on peut avoir. Mais il y a une chose, je ne sais pas comment sont établies les lois dans tous les pays. Bon, la loi américaine, par exemple, il y a ce qu'on appelle le FARA. Et vous savez, pendant des années, les autorités togolaises ont participé à ces choses-là. Alors, la loi américaine interdit la représentation d'un parti étranger sur le territoire américain sans l'autorisation du département de la justice. Bon, ceci étant dit, et quand nous travaillons, nous avons toujours en tête, en vue, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas comment ça se fait en Europe, mais en Europe, je crois que, en particulier en France, les partis politiques n'ont pas de représentation officielle, mais des représentations sont des organisations de non-profit qui sont en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Nous sommes... la loi nous permet de faire certaines choses. Alors, si l'ANC veut avoir un bureau quelque part dans la fédération, aux États-Unis, pour faire la campagne, on ne peut pas faire cette campagne autant qu'on aurait pu le faire à Lomé. Donc, il y a certaines lois qui nous interdisent, qui nous disent qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est un peu le problème. Mais nous travaillons dans la diaspora. Nous avons des gens. Il ne faut pas croire que la diaspora ne nous connaît pas. Ça, c'est faux. La diaspora nous connaît très bien et nous connaissons beaucoup de gens dans la diaspora. Ils nous connaissent. Certains ont un jeu un peu, je n'ose dire le mot, mais c'est pourquoi ils ne veulent pas nous approcher. Et en même temps, il y a des gens qui sont payés dans la diaspora pour nous vilipender. Ils se connaissent eux-mêmes et nous les connaissons aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? En partie, puisque je vais aussi aborder donc le vote de la diaspora dans sa globalité. On sait aujourd'hui l'apport de la diaspora pour le Togo, votre pays. Vice-président, dites-nous, pourquoi est-ce que dans le projet de société que vous allez aborder avec les peuples togolais lors des campagnes, faire référence aussi au vote de la diaspora, puisqu'on constate aujourd'hui que la diaspora est mise à part quand on parle de vote? Votre réaction? Ouais, l'organisation en fait du vote de la diaspora en fait n'est pas un problème simple, surtout dans le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons au Togo, parce que s'il doit y avoir vote de la diaspora, ça devrait se faire sous la supervision de l'ambassade du Togo dans les pays, dans les différents pays hôtes, right? Donc ça peut poser problème parce que nous n'avons pas le contrôle peut nous échapper en réalité. Donc ce que l'ambassade qui est en fait contrôlée par le pouvoir en place va envoyer comment dirais-je comme résultat des élections va totalement nous échapper, nous. Donc, il vaut mieux, ça peut être un couteau à double tranchant, il vaut mieux faire attention. Donc, lorsqu'il y aurait des institutions fiables en place, naturellement, on peut compter sur ces institutions-là pour contrôler le vote de la diaspora, donc, et donner des résultats fiables, je veux dire, enfin des résultats fiables, donc des élections pour comptabilisation ou pour compilation. Donc c'est surtout ça. Pour l'instant, le vote, on n'est pas prêt. Je ne pense pas qu'on soit prêt véritablement pour organiser et contrôler le vote de la diaspora en ce moment. C'est pour ça que on ne presse pas beaucoup pour l'instant, mais bon, naturellement, lorsque nous viendrons au pouvoir, la diaspora va pouvoir voter. On va organiser mieux, donc cette structure-là, et nous pouvons, parce qu'il faudrait que ce soit une structure fiable. Pour l'instant, nous n'avons pas l'assurance que ça serait une structure fiable.
Pourquoi est-ce que vous ne Voilà, travaillez pas avec le ministère des Affaires étrangères, puisqu'ils ont mis en place les délégués HCTE, ils ont le guichet de la diaspora. Pourquoi est-ce que la ANC ne travaille pas avec eux, surtout la Fédération ANC Amérique? Vice-président, je reste avec vous, puisque j'ai une autre question pour M. C'est une bonne Aïka. question, mais comme je l'ai dit à l'instant, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Travailler avec eux, on peut certainement travailler, comme on le fait au Togo d'ailleurs, je veux dire, sur le terrain. Nos partis travaillent de façon à ce que les luttes pour que les conditions de transparence soient réunies. Mais c'est pas encore le cas au Togo, donc encore moins cela pourrait être le cas donc dans la diaspora. Donc, je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Il faut résoudre le problème sur le terrain d'abord, avant de compter le résoudre à l'étranger ou dans la diaspora. C'est comme ça que je vois la chose. Alors, M. Aïka, pourquoi est-ce qu'aucun communiqué n'est fait par l'ANC ni par les autres partis politiques dans ce cadre-là pour parler donc du vote de la diaspora et pour réclamer au nom donc de la diaspora? Vous savez, je suis d'avis avec le président et le vice-président. Le vice-président venait de dire tout à l'heure que une chose est de participer aux élections et une chose est de pouvoir contrôler les résultats. Et d'abord, je dis, il faut quand même féliciter la Fédération ANC Amérique sous la direction du président Placide parce que notre fédération n'a jamais été absente du débat concernant le vote de la diaspora. Je pense que vous nous aviez reçu, moi, le président Placide et le vice-président, avec Madame Brigitte Amegavi, concernant le dernier recensement et qu'ils ont fait dans la diaspora. On a eu à apporter notre contribution, les solutions que propose la Fédération ANC Amérique, à savoir un recensement en personne au lieu d'un recensement en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne nous ont pas écoutés, ils ont fait ce qu'ils veulent. Et la diaspora a eu la chance de voter lors de la dernière présidentielle. Et l'ANC, la Fédération ANC Amérique, a envoyé son représentant de la côte Est, M. Charles Koulouova, qui nous a représentés dans les bureaux de vote à Washington. Vous voyez que nous ne sommes pas démissionnaires, nous faisons ce qu'on peut. Mais au vu des expériences passées, est-ce que nous sommes en mesure de contrôler ce que fait le pouvoir, ce que veut faire le pouvoir vraiment et dans la diaspora? Par exemple, aux États-Unis, un vote de la diaspora sera un peu difficile sur le plan de la logistique. Nous avons 50 États. Il faut créer des foyers et de vote. Vous voyez donc, nous ne sommes pas opposés, mais connaissant le pouvoir, on a essayé plusieurs fois de travailler avec eux, d'apporter des solutions. Mais bon, ça a été très difficile et aussi, bon, et comme l'a dit le vice-président, il y a une partie de la diaspora qui est là à vilipender l'ANC à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ils disent qu'ils accompagnent le gouvernement. Et donc, c'est difficile de convaincre nos ressortissants à aller s'inscrire sur les listes et voter. Donc, du moment où vous n'avez pas d'inscrits, d'électeurs, comment est-ce que vous allez gagner dans la diaspora? Aux dernières présidentielles de 2020, il y avait eu au total 399 votants sur plus d'1 million de Togolais. Et donc, je ne pense pas que nous sommes prêts aujourd'hui quand même à faire de nouveau cette expérience. S'il advenait que le pouvoir change un jour, les Togolais de la diaspora voteront librement. Les Togolais de la diaspora voteront librement. Président, je suis à vous maintenant pour vous demander une question qui m'est tellement personnelle. On constate l'absence donc de votre parti aux différents cadres offerts par les gouvernants, c'est-à-dire par le gouvernement en place. Quand on prend par exemple le CPP, quand on parle donc du Sénap, alors que c'est dans ces cadres-là que sont discutés les sujets les plus importants du Togo, parlant donc de dialogue national. Et quand vous êtes absent, comment est-ce que vous pouvez dire et proposer donc à tous les autres partis, sinon également aux gouvernants, donc d'avoir un siège donc à l'Assemblée nationale qui concerne donc la diaspora? Votre opinion? Mais vous savez, ces institutions qui sont créées
souvent le créateur de ces institutions a d'autres intentions derrière. Alors, on nous dit officiellement ceci, mais ces institutions sont créées pour autre chose. Vous voyez, nous n'irons pas dans une réunion pour toujours servir de tampon, pour signer ce que le régime veut. Nous n'irons pas faire ça. N'est-ce pas un procès d'intention? Non, absolument pas. Nous agissons sur ce que nous savons, ce que nous voyons. Pour nous, d'aller dans une quelconque institution, dans une quelconque réunion, il faudra voir est-ce que cette réunion peut nous apporter ce que nous voulons. Dans la mesure où ce que nous cherchons n'est pas inclus dans cette institution et que cette institution est créée uniquement pour d'autres raisons, nous ne participons pas. Et nous ne voulons pas être... nous avons toujours nos critiques. Et tout ce qui a été fait au Togo, l'ANC a toujours été là. L'ANC n'a jamais manqué à son devoir. Vous voyez? Et même chose, je voudrais ajouter quelque chose au vote de la diaspora. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit. C'est beaucoup plus... Et l'ambassade à Washington n'a pas les moyens. Il faut le dire tel quel. Elle n'a pas les moyens pour organiser ces élections ici. Il y a plus de 50 États. Et comment les choses se font ici. Nous avons fait cette démarche-là depuis des années. Nous avons compilé un dossier énorme pour faire ce travail-là. On nous a tout juste balayé de la main. Vous voyez? Nous qui sommes ici, nous connaissons ce problème mieux qu'un quelconque député venant de Lomé ou à l'ambassade, mieux que quelconque ministre venant de Lomé ici. Alors, ce serait honnête, ce serait honnête de la part des autorités de nous faire participer, d'apporter, parce qu'ils seront obligés d'engager des experts ici pour faire ceci ou cela. Et ces experts, je vais vous dire, dans la diaspora, nous sommes beaucoup plus qualifiés que ces experts. Et c'est justement le pourquoi je vous pose ces questions. Je profite de l'occasion. Oui, mais justement, nous n'arrivons pas à avancer cette démarche parce qu'on se rend tout de suite compte que ce que nous voulons faire, ce n'est pas ce que le gouvernement veut faire, les autorités veulent faire. On est toujours buté pour, quel que soit ce que nous présentons, nous arrivons toujours à ce mur-là. On se rend compte que non. Vous savez à quoi ça sert de défoncer une porte ouverte? Alors, oui. Allez-y. J'aimerais ajouter à la vérité, est-ce que le gouvernement souhaiterait même que les Togolais de la diaspora votent pour l'élection de 2020? Et ils ont exigé, contrairement à ce qui se passe au Togo, 3 pièces d'identité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales au niveau des ambassades. Non seulement 3 pièces d'identité, ces 3 pièces-là, à savoir le passeport, une copie du passeport, de la carte d'identité et de la carte consulaire. Ces pièces d'identité doivent être établies au moins 6 mois avant l'élection. Vous voyez, c'est des mesures discriminatoires qui ont été mises en place pour empêcher les Togolais de la diaspora de participer au vote. Comment se fait-il qu'il y a eu seulement 399 votants? C'est à cause de cette exclusion-là. Et donc, or, au pays, il suffit on peut s'enrôler sur une liste électorale par un simple témoignage ou bien sur présentation de la carte d'identité nationale. Et voilà, et nous sommes exclus du processus, il faut l'avouer. Et nous avons à plusieurs reprises dénoncé cet état de choses. Alors, vous l'avez dénoncé. Est-ce que l'ANC ira au gouvernement lorsque, par exemple, vous remporterez beaucoup de sièges lors donc des élections législatives et régionales? Vice-président. Ouais, mais c'est quand même une question assez complexe. Et ça dépendra en fait de la décision que va prendre le Bureau national le mois venu. Donc, je ne peux pas anticiper, je vais dire, ce qu'on peut faire donc le mois venu. Maintenant, il vaut mieux attendre de voir
hein, comment les choses vont évoluer et on avisera. À quoi s'attendre après les élections, sinon à l'issue donc des élections législatives régionales au Togo qui vont se dérouler dans quelques jours, Monsieur Aïka? Ben, on va pas mettre la charrue avant le bœuf. Et nous sommes un parti politique et tout parti politique a vocation à conquérir le pouvoir par les urnes. Si on gagnait les élections, on va gouverner. Ça, c'est évident. Mais au cas où nous n'avons pas la majorité, et je ne pense pas que, je ne sais pas, le vice-président l'a déjà dit, je ne pense pas que notre parti a cette tradition-là, va se mêler à ce que fait ce gouvernement-là. Ceux qui ont quand même essayé cette aventure-là ont tous échoué au Togo. Et ce gouvernement-là, depuis qu'ils sont au pouvoir, n'a rien fait de congrès pour changer la situation des Togolais. Et nous demandons humblement aux Togolais, cette fois-ci, de nous faire confiance, d'accorder la majorité à l'ANC, notre parti, et pour pouvoir changer les choses. Nous rappelons que nous sommes tout ouverts aussi à tous les partis politiques pour les recevoir dans nos émissions ici sur AfroWeb TV et une ouverture pour parler, répondre aux questions de la diaspora. Monsieur Placide, je vais vous poser une autre question qui nous tient tellement à cœur ici. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les membres de la diaspora, surtout de l'ANC, dans les discussions face au gouvernement? De quelle discussion vous parlez? Quand il y a des discussions de la diaspora, sur la diaspora, le gouvernement, les gens qui y vont sont invités par le gouvernement, par les autorités. Demandez aux organisateurs combien de membres de l'ANC ont été invités à ces discussions. Ils vous donneront le nombre. Vous voyez, nous ne disons pas que ce qui est fait est mauvais, mais vous parlez des discussions. À mon avis, toutes les discussions qu'il y a eu au large aux États-Unis, nous avons participé. Mais quand il s'agit des discussions organisées par les autorités togolaises, ce sont des gens choisis, des gens bien désignés qui sont invités à ces choses-là. Et ces gens-là, je suis au regret de dire qu'ils ne représentent pas la diaspora. Ils ne représentent pas la diaspora. Pas du tout alors. Vous avez entendu des choses qui se passent dans tel état, des accidents, des choses qui se passent, des Togolais qui sont tués. Est-ce que vous avez vu ces gens-là déjà sortir pour faire quelque chose? Ils ne sont même pas au courant. Alors, si on nous invite à participer à des discussions sur la diaspora, nous y irons, sans faute. Donc, le problème pour le moment ne se pose pas parce qu'on n'a jamais été invité. Je me pose la question personnellement si ce n'est pas la casquette de l'ANC que vous portez qui ne vous permet pas donc d'aller à ces genres de discussions, vice-président. Non, attention. Il faut reposer la question différemment. Attention. J'ai dit que si dans cette discussion, dans ces assemblées, les gens qui sont à ces réunions sont invités par les autorités, les organisateurs. Alors vous voulez que nous, on se présente à l'ambassade parce qu'on a entendu parler d'une certaine réunion, quelque part on se présente. Non, nous n'allons pas faire ça. Il faut qu'il y ait un minimum de respect entre nous et les autorités. Nous sommes quand même des voyous dans les rues. Nous voulons participer. Le Togo nous est cher tous. Il n'y a pas de Togolais qui soit plus cher que l'autre. Soyons honnêtes entre nous. Merci d'être avec nous. Nous abordons donc la dernière partie de cette émission sur AfroWeb TV et ça fait plaisir de recevoir les responsables de la Fédération ANC Amérique. Et vous le savez déjà, il y a de cela quelques jours, un sujet alarmant qui
coule beaucoup d'encre concernant donc le changement de régime et sinon la proposition de loi pour aller donc à la constitution. Je veux parler de la constitution togolaise. Plusieurs, sinon un cinquième donc des députés ont proposé à ce qu'on puisse retoucher un peu donc pour qu'on puisse passer au régime parlementaire. Je voudrais donc avoir les opinions donc de l'ANC Amérique. Quelle est votre lecture, vice-président? Bon, ben, je vais me permettre de résumer la situation de la manière suivante. Un groupe de députés, et je pense qu'ils sont au nombre de 19, si je ne m'abuse, a initié une proposition de... En fait, il appelle révision constitutionnelle, mais en fait, il s'agit d'une réécriture pure et simple de la Constitution, de la loi fondamentale du Togo. Et ils sont en train de proposer, ce qu'ils sont en train de proposer, en fait, en résumé, c'est de nous faire passer d'un régime ou de l'actuel régime semi-présidentiel ou présidentiel à un régime parlementaire. Donc, c'est au fond la proposition qu'ils sont en train de faire. Mais il se trouve que l'Assemblée nationale actuelle a terminé son mandat le 31 décembre dernier. Donc, il faut voir donc dans la Constitution elle-même, il y a des articles bien précis, notamment l'article 52, qui, à mon avis, je veux dire, l'esprit de cet article-là n'autorise pas l'Assemblée nationale actuelle à légiférer. Tout ce que l'Assemblée nationale actuelle peut faire, c'est en fait assumer les affaires courantes, c'est-à-dire rester en fonction. Rester en fonction, ça ne veut pas dire légiférer. Donc, c'est pas, je ne pense pas que ce soit là l'esprit de cet article-là, ou ce soit là, je veux dire, l'intention du législateur. Donc, par là, je veux dire, cette initiative est donc anticonstitutionnelle par ce fait-là. Voilà, donc, et la chose la plus dangereuse, c'est que nous passons d'un régime à un autre, c'est-à-dire, en fait, nous changeons de république. Donc, je veux dire, en toile de fond, il y a en fait possibilité de remettre à zéro le compteur pour, je veux dire, le président de la République actuelle. Et ça aussi, ça pose problème. Donc, en gros, je veux dire, il vaut mieux que ce groupe comment dirais, de députés se ravise, quoi. Il vaut mieux que ce groupe de députés comprennent que ils ne sont pas en droit, en fait, de faire une telle proposition de réforme ou de réécriture. Le président l'a dit tout à l'heure, de réécriture pure et simple de la Constitution. Donc, c'est ça le débat de fond. Et nous, notre position, c'est celle-là que le président a clairement affirmée. Nous ne sommes pas d'accord avec ce genre d'initiative et nous demandons au peuple togolais de s'y opposer de façon très claire. Voilà c'est votre opinion. Alors, on respecte votre opinion et d'autres analystes aussi disent que si cette loi passait, par exemple, et que l'ANC, sinon un autre parti politique de l'opposition remportait beaucoup plus de sièges aux élections législatives et régionales, et disons également pour les sénateurs, ça n'avantagerait pas le parti de l'opposition, comme par exemple l'ANC, Monsieur Aïka. Merci Moïse. D'abord, en ce qui concerne le changement constitutionnel, la réécriture de la Constitution, ce n'est pas notre opinion. Notre parti a eu une position claire. Nous demandons aux députés à l'Assemblée de surseoir à toute modification de la Constitution. Donc, c'est la position officielle du parti. Nous n'avons pas donné nos opinions personnelles. Nous sommes clairs, le parti a été clair là-dessus. Permettez-moi de vous faire une historique de changement constitutionnel. Comme nous sommes aux États-Unis, je vais vous donner l'exemple des États-Unis.
les États-Unis ont eu leur indépendance en 1776. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 248 ans. Et la Constitution des États-Unis a été écrite en 1787. Et depuis 1797 à ce jour, cette constitution n'a jamais été modifiée. Elle a été plutôt amendée. En anglais, on appelle ça amendment. Et de 1787 jusqu'à aujourd'hui 2024, il y a eu au total 27 amendements. Et je vais vous citer rapidement les plus importants. En 1865, il y a eu le 13e amendement le plus célèbre qui a mis fin à l'esclavage. En 1870, le 15e, un autre encore célèbre amendement qui a donné le droit de vote à tout le monde sans distinction de race. Cet amendement concernait les Noirs. En 1920, la Constitution a été amendée pour donner le droit de vote aux femmes. Le dernier amendement, le 27e, a eu lieu en 1992 et il a consacré l'égalité des salaires entre les membres du Congrès. Maintenant, la constitution de tout pays est appelée à évoluer. L'envie de s'éterniser au pouvoir, il y a eu cette envie aussi aux États-Unis. Il y a eu des présidents des États-Unis qui ont voulu faire un 3e mandat, à savoir même le premier président George Washington, qui est revenu de la retraite pour vouloir briguer un 3e mandat, on l'a empêché. Il y a le président Theodore Roosevelt qui a fini son mandat en 1908, il était démocrate, et parce qu'il ne pouvait pas se présenter une 3e fois au niveau de son parti, il a essayé de se présenter une 3e fois en tant que candidat indépendant et ça n'a pas marché. Mais il y a eu dans l'histoire des États-Unis, j'en viens, je vais être rapide, il y a eu un président qui a fait 4 mandats dans l'histoire des États-Unis. Il s'agit du président Franklin Delano Roosevelt, qui a été élu au temps de la crise économique de 1929. Il a été élu en 1933, il a terminé son second mandat en 1940 et réélu pour une 3e fois. Il a toujours eu comme argument la crise économique. En 1944, il a été élu pour une 4e fois en alléguant la non-participation des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt après avoir prêté serment en 1945, au cours de son 4e mandat, il est décédé, il était paralysé avant de mourir, il est décédé au pouvoir en avril 1945 et son vice-président Harry Truman a pris le pouvoir. C'est de là que les républicains ont dit non, que 16 ans au pouvoir de Roosevelt est une menace à la démocratie et qu'il faille limiter le nombre de mandats. Et c'est là qu'en 1951, ils ont mis fin et ils ont mis un terme à la limite de mandat aux États-Unis. Et maintenant, tout ce qui a été fait en respectant la loi. Ici, comment amender ou bien amender la Constitution? Il faut que une procédure d'amendement soit initiée par au moins 2/3 des 2 chambres, du Sénat et puis de la Chambre des représentants, ou bien au moins 2/3 des États. C'est pas fini. Une fois la Constitution amendée, il faut qu'elle soit aussi ratifiée par les 3/4 des 50 États. Vous voyez, il y a un verrou pour protéger les abus de modification. Chez nous au Togo, la constitution togolaise aussi a évolué. En 1992, le peuple togolais a dans sa majorité, je pense 95%, voté oui au référendum, la constitution de 92 qui a été promulguée le 14 octobre. Et unilatéralement, au temps du feu Premier ministre Guillaume Père à son ami, ils ont unilatéralement modifié cette constitution en 2002 et puis récemment, quand nous n'étions pas à l'Assemblée en 2019 pour permettre au pouvoir en place au président de la République de rester à vie au pouvoir. Ce qui se passe est aberrant et nous exprimons notre indignation face à cet état de choses. Et tout ce que nous souhaitons, comme le dit l'article 1 de la Constitution, est qu'il y ait un état de droit au Togo et que les tests soient respectés. Par exemple,
certains juristes togolais ont parlé de la bonne foi des députés qui, normalement, ne doivent pas, en cette période, penser à modifier notre constitution. Moi, je ne pense pas que le pouvoir RPT-UNI a été, une fois animé, de bonne foi. Moi, je m'en tiens au test. Il y a l'article 59, hein, qui constitue un verrou contre toute modification de la Constitution actuelle. Cet article dit que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire, ce qui veut dire que, quel qu'en soit ce que l'article 100 qui donne des députés de modifier la Constitution, ils n'ont pas le droit de toucher à l'article 59 qui veut consacrer la longévité au pouvoir de force. Donc, tout ce qu'ils font là-bas est illégal et nous n'accepterons jamais que cette Constitution-là soit modifiée, permettre les termes de l'article 59 nouveau du projet de loi dit que le président de la République est élu par les parlementaires sans débat. Comment est-ce que vous pouvez être élu président sans qu'il n'y ait pas de débat? Vous voyez, donc, tout ce qu'ils font dépasse l'entendement humain et nous condamnons et nous demandons, comme le parti l'a déjà fait, aux députés qui sont à l'Assemblée nationale, nous leur disons que leur mandat est terminé, de surseoir à leur projet. Merci. Merci d'avoir répondu à cette question. Dernière question pour Monsieur le Président Placide. Si cette loi qui est proposée par une série donc de députés, disons un cinquième des députés à l'Assemblée nationale passait au référendum et que les Togolais disaient oui, je parle au conditionnel bien sûr, alors que fera l'ANC? Je crois que cette condition ne doit même pas être discutée. Ça ne se fera pas. Cela ne se fera pas. Et je vois mal un cinquième d'un groupe demander à ce groupe de porter cette histoire. Les Togolais ne sont pas bêtes. Si l'affaire est portée à un référendum, c'est certain que ce référendum ne passera pas. Mais la question que je me pose toujours est ceci. Mais pourquoi quelqu'un veut rester au pouvoir éternellement? Nous avons... Qu'est-ce que le régime en place va faire aujourd'hui de nouveau qu'ils n'ont pas pu faire pendant 60 ans? Qu'est-ce qui... Je refuse d'ailleurs de discuter de ce truc-là, parce que c'est un problème qu'il ne faut même pas poser. Cette histoire-là, c'est un peu dommage, mais il faudra que, comme l'a dit monsieur Félix, il faudra surseoir à ce genre de gymnastique-là. Le Togo a tellement de problèmes à résoudre. Nous avons tellement de choses à faire pour donner un peu de bonne vie à nos concitoyens. Et nous laissons tout cela de côté pour parler pour changer la constitution, pour que le régime continue de vivre en place. Vous savez, les gens ont peur d'en parler parce que souvent, quand les gens de la diaspora discutent et disent leur opinion sur ces choses-là, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus rentrer chez eux. On les empêche, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Regardez cette histoire comment on appelle, de région électorale, où on est en train de changer les choses, ce qui fait qu'un député de telle région sera équivalent à plusieurs députés de l'autre région. Et pourquoi toutes ces choses-là? Mais est-ce que c'est la bonne volonté? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est le régime? Ou est-ce que c'est le désir de rester permanemment au pouvoir? Moi, je vis en Californie ici. La loi américaine dit que il faut 740, 730 000 habitants pour choisir un député. Et cette loi s'applique partout sur le territoire. Et cette loi a été votée par le Congrès. Et cette loi s'applique. Alors maintenant, comment se fait-il que ce qui fait d'ailleurs que certains États comme la Californie ont beaucoup plus de représentants à la Chambre des représentants que d'autres pays. On ne peut pas demander à un Californien d'avoir le même nombre de représentants que des États comme
North Dakota, qui n'ont même pas 1 million d'habitants. La Californie a 40 millions d'habitants. Alors, mais est-ce que c'est une bonne volonté? Est-ce que c'est une mauvaise volonté? Est-ce que c'est le désir de rester permanemment au pouvoir qui fait que nous discutons des choses qui ne devront même pas être à l'agenda? Nous avons des choses plus sérieuses. Vous savez, on a retrouvé dans les affaires de Sylvanus Olympio un document qu'il avait fait pour garantir aux paysans togolais de la région de Sinkassé jusqu'à la région de Palimé, de l'eau pour avoir au moins 4 récoltes par an sans attendre la pluie. Voilà des choses qui nous intéressent. Et ce projet a été entièrement conçu et sera financé sans emprunter de l'argent ou ailleurs. Voilà ce que je pense, à mon avis, avec mon âge, mais aujourd'hui, voilà ce que je pense ce qui doit être l'important pour le régime en place. Nous espérons vous recevoir en anglais sur les mêmes sujets, puisque ça nous intéresse beaucoup, puisque la communication est double maintenant, et l'anglais qui est parlé donc de par le monde. Et je sais que vous êtes des intellectuels de notre pays, le Togo. Vous parlez très bien en anglais, je vous connais personnellement. Absolument. Par rapport à vos niveaux. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire un infini merci, puisque nous avons 3 minutes pour rendre l'antenne, 1 minute pour chacun pour sa conclusion. Très rapidement. Je vais commencer par le vice-président. Monsieur Moïse. Je vais un peu abonder dans le même sens que le président Placide tout à l'heure. Je vais vous demander, monsieur Moïse, de tendre le micro à ces initiateurs du changement de la Constitution, de la réécriture de la Constitution, et demandez-leur quelle est la motivation principale pour laquelle ils font ça. Parce qu'en fait, quand tu regardes bien, il s'agit tout simplement de la volonté de rester vita aeternam au pouvoir. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, d'abord, nous savons que les conditions de transparence des élections ne sont pas réunies. Donc, les 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, qui vont sortir des élections législatives et régionales, ne seront pas représentatifs de la volonté populaire, ça c'est clair. Et c'est ces 2 chambres-là qui vont élire, et moi je dis qui vont nommer en fait, le président de la République et le président du Conseil. En fait c'est ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République et le président du Conseil seront nommés par ces 2 chambres vita ad vita aeternam. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils vont rester au pouvoir pour toujours, et les 3 pouvoirs vont en fait pérenniser, c'est-à-dire que les 3 pouvoirs ne changeront jamais et seront détenus par le parti au pouvoir à l'éternité. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je veux que tous les Togolais soient vraiment, comment dirais-je, reconnaissent vraiment la gravité de la chose. C'est vraiment très important et s'opposent donc à la chose de façon claire. Donc, c'est mon dernier mot. Je dis donc que le parti, et on l'a dit tous, que le parti demande tout simplement à ce groupe de députés et à l'Assemblée nationale dans son ensemble de tout simplement retirer cette proposition de réécriture de la Constitution, de la circulation. Monsieur Aïka, votre conclusion. Et permettez-moi, Moïse, de vous exprimer notre gratitude, la gratitude de toute la fédération ANC Amérique de nous avoir reçus, et nous disons également merci à tous ceux qui ont pris leur temps de nous suivre. Le rendez-vous, c'est le 20 avril. Nous demandons à tous les Togolais qui ont le droit de vote de porter leur choix sur notre parti, sur le parti Orange, l'ANC, et nous allons gagner cette élection et changer les choses. Et l'argent est le nerf de la guerre. N'oubliez pas aller sur le GoFundMe et envoyer votre contribution à l'ANC. Il y a l'adage qui dit les bonnes causes, lorsqu'elles sont rigoureusement défendues, finissent par triompher. Je vous remercie. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Président Placide, votre conclusion? Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je remercie évidemment
Je vous remercie personnellement de nous avoir permis de venir nous exprimer. Vous savez, vous représentez une voix importante dans la diaspora et je vous remercie pour ça. Félicitations. Je voudrais seulement dire aux Togolais qui sont dans la diaspora de voir l'importance de cet GoFundMe que nous disons, que nous avons mis en place. Venez nous aider tous à participer, à faire du bien pour notre pays. Amen. Merci pour l'évangile, président Placide. Merci à tous et à chacun de vous. Nous avons eu le privilège de recevoir nos invités de ce jour de différents États. Nos portes sont toujours ouvertes à tous les uns et les autres qui veulent passer. Et bien entendu, sur nos antennes, M. Placide da Silva, président fédéral de l'ANC Amérique, M. Félix Ayeka, secrétaire fédéral ANC Amérique, M. Hippolyte Lawson, vice-président fédéral ANC Amérique. Merci infiniment à tous et à chacun de vous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Avis de la Diaspora. Nous promettons donc mettre dans moins de 2 heures de temps les coupures, les 2 grandes parties donc de cette émission disponible sur notre chaîne AfroWeb TV. Veillez donc à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et on ne recevra plus d'appels. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Ciao, bye. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à vous. Merci.